supervisée comme elle devrait l'être, bien, c'est sûr. Mardi 23 septembre, aujourd'hui, on reçoit Geneviève Janson au sujet de son nouveau livre Choc. On vous donne aussi un truc simple pour être heureux, de manquer des événements sociaux. Mais on ne parlera pas des 14 résidents de la base Côte-Nord qui viennent de gagner, écoutez ça, 50 millions de dollars à la loterie. Ils habitent tous un village qui est accessible seulement en avion ou seulement en bateau. La bonne nouvelle, ils vont pouvoir s'acheter les deux. Bienvenue, on va se le dire. Pour le petit Jujube Varda. Oh, ça nous permet de dire qu'il est toujours avec nous cette saison-ci. On ne l'a pas encore salué. Tu sais que les gens écrivent à petit Jujube depuis plusieurs saisons maintenant. C'est mon effet. Oui, c'est ton effet. Et on va tout de suite rassurer les gens. Là, vous êtes dit en commençant l'émission, mon Dieu, il va-tu mourir pendant le show? Joe Cormier, tu es blessé, mais ça va bien. Je vais super bien. C'est le bon doigt. C'est le bon doigt. Ça me permet de cacher bien des idéaux. Ben, c'est un accident de mandoline chez vous. Un petit accident de cuisine. La mandoline à la maison, soyez prudents. C'est très... Ça peut être cruel, une mandoline. C'est cruel, c'est sévère, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Puis déjà, on a appris que Joe cuisine. Ah oui, déjà ça, là. Hey, il y a bien de la couche. Attendez, là, je cuisine. C'est un gros mot. On voit ce qui arrive quand tu cuisines. Exactement. Et sinon, on voulait souhaiter la bienvenue à un petit nouveau à l'émission, Lambert Drainville. Lambert qui se décrit sur Instagram comme le gars qui jase de politique. Allô? Allô, allô. Très content d'être parmi vous. Drainville, on dirait que ça sonne comme Bernard Drainville, mais ça, c'est moi. C'est ça. Il y en a un dans ma famille, pas loin, qui a déjà été sur ce plateau de nombreuses reprises. À quelques reprises. Ouais, absolument. C'est mon cas aujourd'hui. C'est une première pour moi sur un plateau de télé. Fait que merci beaucoup. Moi, j'aime ça, des jeunes qui parlent de politique. On en parlait avec Catherine Fournier la semaine dernière, mais tu sais, de voir des jeunes qui reprennent le flambeau, c'est le fun. On va jaser de politique. Je me suis perdue sur sa page hier. Parce ben oui, je sais. La faille. J'étais là, ben, c'est sûr. Non, il y a quelque chose. Son jupon dépasse quelque part. Non. Super pertinent, super intéressant. T'as plusieurs parties aussi, tu sais, t'es allé voir ailleurs, bon, et tout. En tout cas, on s'en reparle tantôt. En fait, tu t'es vraiment taillé une belle place, justement, je trouve, dans le milieu. C'est ça que j'allais dire aussi. Tu reçois des gens. En tout cas, on vous en jase. Je ne sais pas si on risque de voir ça bientôt au Canada cet été, parlant des jeunes. Là. Le gouvernement britannique a annoncé qu'il allait étendre le droit de vote aux jeunes de 16 ans pour toutes les élections au Royaume-Uni. Bonne idée, Mélanie? Ben, je pense pas. Moi, je trouve que c'est jeune. Ben, moi aussi, je trouve ça très jeune. Il y a jeune et jeune. Je suis pas sûre qu'on a une opinion fondée puis qu'on est très, très politisé à 16 ans, mais peut-être que je généralise. Mais je pense que ça dépend. Moi, je suis pour deux raisons. Moi aussi, Varda. Si on permet, oui, parce que si on permet aux jeunes de 16 ans de conduire un véhicule, c'est quand même pas une mince responsabilité. Pourquoi ne pas avoir le droit de voter de un? Et aussi, tout dépend dans le milieu dans lequel ce jeune-là a évolué. Par exemple, mes enfants, ils sont tout à fait brillants. Oui, mais les enfants s'intéressent à la politique. Pourquoi? Parce que leur père et moi s'intéressons à la politique. Et ils ont beaucoup de choses. La génération là, qui nous suit, Mélanie, toi et moi, c'est une génération, surtout la Gen Z, naturellement, qui est très éveillée, très intéressée. Ils en parlent à l'école, ils en parlent à l'école. Et ils se sentent concernés. Donc, la réponse à cette question, mon beau Seb, oui. Moi, je dirais oui, mais accompagné, comme au volant. Ben, au moins un an c'est bon, ça. Ah, c'est pas mal, ça. Mais c'est exactement ce qu'on devrait faire. Plus mettre la lumière sur la politique en bas âge pour avoir un sens critique. Parce que je regarde certains concitoyens voter, puis je suis comme, ben vous avez le droit de vote. Oui, c'est ça. C'est ça. Pourquoi pas le donner à 16 ans à certaines personnes éclairées? Puis en plus, avec la pyramide démographique dans laquelle on vit, on a besoin de jeunes. Les enjeux des jeunes, c'est ça. Les jeunes sont vraiment différents, effectivement, là, ça touche le reste de la population. Puis moi, l'argument béton, parce que l'argument du permis de conduire est bon, mais certains diraient, ben tu peux pas non plus acheter d'alcool, par exemple, à cet âge-là. Mais le fait que plusieurs jeunes, et j'en étais, je sais pas si vous travaillez à cet âge-là, mais si tu travailles à cet âge-là, nécessairement, c'est donc que tu payes des taxes, tu payes des impôts. Exact. Et ce fameux slogan qui date de l'époque en politique, « No taxation without representation ». That's right. C'est ça. Si tu es taxé, si tu payes des impôts, eh bien, tu devrais avoir le droit de dire ton mot sur comment ces impôts-là vont être utilisés. Mais vous pensez pas qu'à 16 ans, c'est teinté de l'influence de ses parents, justement, de ce que Est-ce que ça l'est plus qu'à 18 ans? Exact. Entre 16 et 18, il ne se passe pas grand-chose. Dans le sens,
ton développement n'est pas terminé à 16 ni à 18. Scientifiquement, c'est prouvé qu'ils votent tout autant que la tranche 18-20 et que de prendre l'habitude de voter à un âge le plus bas possible, eh bien, c'est quelque chose qui va te suivre après ça pour le reste de ta vie. Et ce qui est bien, c'est qu'à 16 ans, généralement, tu es encore, justement, au fin du secondaire, au début du cégep. À l'université, des fois, c'est plus volatile. Tu es parti chez tes parents, tu es moins... Tu es un peu... Non, puis je vais être honnête, j'ai eu des discussions avec du monde de 16 ans à travers les différents spectacles que je trouve qu'ils ont une plus belle vision que certains adultes. T'as raison. Fait que donc là... Ils sont beaucoup moins défaitistes que nous. Je pense que c'est à condition qu'ils en parlent à l'école. Parce que moi, j'y repense. Oui. Tu sais, après, tu te mets à travailler, la vie, ça s'emballe, début vingtaine et tout ça. Fait que des fois, tu es moins connecté que ces jeunes-là. Tu es moins au courant. Parce que nous, à l'école, on faisait des travaux pendant les élections sur ça. Fait qu'on suivait ça. On était plus informés que les parents là, dans le temps pour aller voter. En quelque part. Au secondaire, moi, j'étais au séminaire Saint-François à Québec. On avait à chaque année le débat. Il y avait 2 parties qui se faisaient puis qui vendaient des T-shirts. Avec les Pumbaa contre les Buzz Lightyear. Évidemment. Puis là, les T-shirts se vendaient. Puis là, en fonction de... Durant la semaine électorale, tu avais le droit de... Parce qu'on avait un uniforme, mais tu avais le droit de mettre ton T-shirt de façon exceptionnelle pour cette semaine-là. Tu choisissais ton camp? Tu choisissais ton camp, puis là, tu voyais un petit peu à travers... Fait que tu commences déjà à être divisé, puis à être polarisé, puis à être en conflit. Ouais, mais après ça, tu avais le débat à la fin de la semaine. Et ça, c'est important, ça. Oui. Surtout. Qui remplissait l'amphithéâtre. Oui. On remplissait l'amphithéâtre de l'école, puis ça devenait vraiment un moment important dans l'année. Et là, soudainement, la semaine devenait politique, puis c'était très fébrile. Moi, je m'en rappelle très bien. Mais effectivement, il faut que ce soit un peu... encadré, inclus dans le cursus scolaire. Et d'ailleurs, ça a été un peu fait avec... nous, on avait les cours de CR. Je sais pas si vous aviez eu ça. C'est éthique et culture religieuse. Oui. Qui a été remplacé par le cours de citoyenneté civique et québécoise. Ce qui commençait d'ailleurs, je pense, cette année même. Là. Et il y a, en secondaire 2, ils leur apprennent les bases de la démocratie et de la société, les différents paliers de gouvernement, les partis politiques, etc. On dirait qu'il y a plus que de moins, évidemment. Mais ça se passe déjà dans une dizaine de pays, le droit de vote à 16 ans. Fait que tu vois quand même l'Autriche, entre autres, mais il y en a plein d'autres aussi en Europe. Une chose est certaine, c'est fini le temps où on ne devait pas parler de politique à table. Ça, c'est vrai. Ouais. Je crois que ça dépend... En tout cas, on s'en jase tantôt. Oui, on s'en jase. Chez les Drainville, je suis curieux de voir comment ça se passe, la politique à table. On va parler de sport un petit peu. Je ne sais pas si vous avez vu passer comme Joe ici, notre ami, qui aime le rugby, je pense. J'aime le sport en général. Je trouve que c'est les plus beaux moments télévisuels. Quand on parle de télé-réalité, il n'y a pas plus axé que... C'est vrai. Puis c'est pas arrangé en plus. C'est ça bon, qui est le fun. On sait pas. On sait pas. Mais ça, c'était pas arrangé. Vous allez comprendre pourquoi les joueuses canadiennes de rugby qui ont battu vendredi l'équipe de la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du Monde, les Néo-Zélandaises qui sont quand même les championnes en titre. Là. Donc, on se dirige vers la finale qui aura lieu samedi. Ça implique quoi, cette victoire-là? C'est quoi les impacts de ça? Écoute, j'ai pas fait mes études là, de fond en comble. De rugby. Ceci étant dit, ça nous représente encore une fois. C'est-à-dire que le Canada s'en va en finale. Ça faisait quoi, une dizaine d'années que c'était pas arrivé? Encore une équipe féminine? Il y a quelque chose qui se passe, là. Ben, il faut croire qu'on devrait plus aller regarder nos femmes. Oui. Hein? Puis, on dirait que ça marche. On dirait que oui, c'est ça, là. Avec sa blessure, en plus. J'ai l'air d'un gars qui attend sur le bord du trottoir à regarder les femmes. Venez-vous-en, les femmes! Non, mais c'est plus que je trouve justement qu'on est bien représentés, fémininement parlant, dans le sport. Puis je veux pas tomber dans le cliché du macho, whatever. C'est plus qu'on voit beaucoup de nos équipes très disciplinées qui se rendent à des endroits où on s'est pas rendu auparavant. Le soccer, le hockey, féminin. Les roses, soccer? Oui, absolument. Oui, exact. Oui, exact. Et là, le rugby. Mais tu sais, on n'a pas cette culture-là au Québec, même au Canada. Est-ce que ça vous donne envie de je vous savais mettre même pas qu'il y avait du rugby. Ben, moi non plus, je savais pas. Puis là, ça a piqué ma Les curiosité. Olympiques, là, ce qui est le fun, c'est que les Olympiques, quand ils vont arriver, là, on va avoir envie de les écouter, là, parce qu'on va savoir qu'ils ont déjà connu du succès. On a une fan de soccer aussi, hein? Et le rugby, toi aussi? Moi, j'ai joué, moi, j'étais à l'université, moi. Hein? Arrête! Oui, j'ai joué longtemps, moi. Moi aussi, j'adore ça. T'as vraiment tout pour toi, j'adore. Je dirais pas ça, mais j'apprécie beaucoup, ça me flatte. Ça me touche Eh, mon Dieu, que tes parents ont bien fait. Ils ont bien fait quand même, hein? Je te confirme. Je vais revenir aux jeunes un petit peu. Plusieurs villes françaises qui imposent dorénavant un couvre-feu pour les mineurs. Vous avez entendu, là. Il y a de plus en plus... En fait, il y a plus d'une dizaine de villes qui interdisent maintenant aux jeunes d'être à l'extérieur. Ça se passe entre 23 h le soir et 6 h du matin. Très bien. Oui, t'aimes ça? Très bien. Mais toi, tu m'as déjà dit, je suis Très bien. militaire avec mes enfants. Moi, alors, mes enfants, mes garçons, mes 3 enfants sont adultes. Oui. Mais oui, effectivement, j'ai toujours été très militaire lorsqu'il en vient en matière d'éducation. Mais ça, c'est Brossard, c'est pour ça. Non, c'est mon côté haïtien. C'est plus mes origines haïtiennes. Mais ceci étant, mes garçons sont tous les deux des TDAH. Et tant mieux si le sport a fait en sorte que ça les gardait beaucoup plus mais calmes. là, on parle d'un couvre-feu. C'est ça, là.
Puis on se ramène à la pandémie. Il a interrompu. Oh, Joe, je t'avais pas dit, j'ai oublié de te dire, fais pas ça. J'ai pas le droit de faire ça, Varda, je suis désolé. Es-tu le père de mes enfants, Joe? Non, zéro. D'accord. Non, je t'en prie. Mais je considère que oui, un couvre-feu, c'est nécessaire. Bien sûr, que tu es, exemple, en moins de 10 ans, il y a une heure, tu dois rentrer, moins de 13 ans, moins de 16 ans. Mais qu'est-ce que tu fous dans la rue à 16 ans à 2 heures du matin? Qu'est-ce que tu passes les journaux? Il n'y a plus de journaux à passer. Ben, tu as le droit de voter. OK. Mais est-ce que tu vas... Non, mais s'il y a des bureaux de vote à 2 heures du matin, non, qu'est-ce que tu vas faire? Non. Reste chez toi, reste tranquille. J'ai peur de t'interrompre. Vas-y, je t'en prie. C'est juste qu'on dirait que je suis d'accord avec la gestion des foyers à l'interne. J'ai peut-être une vision un peu anarchiste de la vie. Mais tu étais enfant unique. J'ai enfant unique aussi. Fait que, mais j'avais. Comment ça se passait chez vous, mettons? Le couvre-feu? Oui, il y en avait-tu un? On dirait que non, parce que de toute façon, j'étais dans le fond d'un rang. Fait que. Il y avait quand même qu'on me laissait dehors, ils savaient j'étais où, là. Dans 2 champs de blé d'Inde, oui. Oui, c'est ça. Donc, non, j'ai l'impression que c'est bien de laisser râler, puis que, tu sais, advenant le cas où toi, tu rentres à l'hôpital à 23h30, là. Ton jeune peut pas aller te voir parce que. Il est 23h30. Tu vois, je l'avais pas vu comme ça. C'est un bon point. C'est trop sévère. C'est un bon point. Mais tu es d'accord qu'à un certain âge, je veux dire, tu sais, 16 ans, c'est pas 10 ans. Tu comprends? Je comprends. 16 ans, tu te rapproches de l'âge adulte, effectivement, tu devrais avoir un couvre-feu, bon, je sais pas, moi, minuit, 1h du matin. Mais à 7, 8, 10, on s'entend, c'est pas normal. Tu sais, tu es supposé compter tes... Oui. C'est la job des parents. C'est la job des parents, moi le jeune qui dit ça, mais je veux dire, pour moi... Mais tu as raison. Alors, moi, il n'y a pas de preuve scientifique qui dit que ça vient... Tu sais, durant la pandémie, ils nous ont mis le couvre-feu. Oui. Ça avait vraiment pas... Tu sais, scientifiquement, si c'était prouvé, ces mesures-là. On faisait des meilleurs dodos. Ouais. Oui. Ou si tu respectais pas les règles, tu étais déjà quelque part, tu étais pogné pour rester là. Ouais. Fait que là, ça a donné lieu à des situations un peu spéciales. Et ce qu'on voit, c'est que ça se passe aussi en France, dans certains endroits. Certains quartiers, j'imagine. Certains quartiers. Puis, tu sais, la dynamique là-bas, quand même, est différente d'ici, en termes de sécurité, en termes de tolérance. Puis on voit que c'est pas finalement, j'ai évident. changé d'idée. Vous êtes content, là? Non, mais c'est parce qu'on comprend aussi, ça, c'est l'expérience des maires en France, mais c'est pas facile à faire adopter cette affaire-là puis à mettre en place parce que ça prend des forces policières. C'est ça. T'as beau dire ça, mais qui va aller surveiller? Il faut que tu aies des policiers en poste qui se promènent dans les rues. Ce qui me ramène à l'essentiel. Si t'es pour payer des policiers pour vérifier le couvre-feu, c'est ça. Paye donc les policiers pour qu'ils s'occupent du crime organisé. Exact. Chez les ménards, les enfants ménards. Les enfants ménards, moi, comme oui, enfant? Non, mais tes enfants ont eu un couvre-feu. Non, j'ai pas eu... Ben, oui, il y avait un couvre-feu selon l'âge, mais j'avais pas dit que la police s'en mêle puis qu'il y ait une réglementation municipale. Là. C'est ça, moi, je trouve que ça se gère à l'interne et chacun chez soi. J'avoue que c'est l'âge des parties. Tu sais, mettons 16 ans, 17 ans, nous autres, on allait chez des amis, mais tu sais, des fois, ça se peut que tu ailles au puis imagine, il faut que tu ailles les chercher, mais t'es pris, mais là, il va être en dehors du couvre-feu. Oui, c'est ça, c'est compliqué, là. J'ai une question pour vous. Mettons, en tant qu'adulte, à 2 h du matin, vous voyez un enfant de 8 ans dehors. Tu t'inquiètes. Ça a 8 ans, c'est sûr. Mais moi, j'arrête. Oui. Mais c'est ça, tout le monde arrête. Tout le monde ferait, Même à est-ce que t'es correct? Même à l'Halloween? Exact. Oui. Bien, c'est sûr qu'à l'Halloween, à 2 h du matin, c'est d'autres bonbons qui collectent. Il y a pas un autre sac. D'après moi, je vérifierais si c'est pas des amphétamines ou de... En tout cas, mais oui, c'est d'autres bonbons là à 2 h du matin. Mais non, c'est ça, on arrêterait... en tant que citoyen, on arrêterait tous, là, c'est sûr. Exact. C'est sûr. Mais 8 ans, c'est un peu jeune. Parlons de divorce. Parce que là, je vous apprends rien. La moitié des mariages finissent en divorce maintenant. Et c'est pas étonnant que la machine capitaliste, se soit dit, on va capitaliser là-dessus et tout ça. Donc maintenant, il y a des parties de divorce. Bravo. Et là, si tu veux un party de divorce, il y a quoi? Un cadeau de divorce. Mais pas nécessairement, Seb. Non, pas... Non, c'est quoi ça? Là. C'est quoi ça? Comment ça marche? Ben, en fait, c'est oui, on a décidé de rendre rentable l'industrie du divorce, qui l'est déjà beaucoup. Mais là, il y a une femme qui a pris l'initiative de se partir une compagnie pour faire « Je vais t'accompagner ». Et dans tous les services offerts, que j'imagine que sont les services de base lorsque tu divorces, elle offre aussi la formation d'une liste. Mettons, Varda, elle s'est fait voler son blender par son ex, qui est parti avec son blender. Puis ça, Varda peut produire sa liste de demandes et ses amis, s'ils l'aiment, vont fournir des... Varda, c'est un exemple. C'est un exemple. Non, mais attendez, mais parce que moi, j'ai divorcé 2 fois. Aussi. Ah, t'as de l'expérience. Oui, toutes les 2. Et j'ai fait un party à chaque divorce. Arrête! Absolument. Mais attends, mais si tu célèbres un mariage, pourquoi le divorce, ça doit être un deuil infini, puis c'est Non. C'est un party, c'est une libération. Ben ouais. Non, mais t'as fait un party instantanément, là, en l'annonçant aux enfants? Non, j'ai fait un party avec mes amis. Oui, mais des années après.
Comment des années? Non, suite. Non, oui. Écoute, je me souviens, j'ai eu la date de mon divorce, 10 septembre, gros party le 11. Comment ça fonctionne, là? Parce que j'ai de l'air d'un extraterrestre en disant ça, mais on dirait que le divorce, pour moi, c'est comme... Il n'y a pas une journée précise, là. Toi, c'est quand tu as eu les papiers. C'est quand j'ai eu les papiers. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Quand tu signes ou quand le divorce est finalisé. Oui. Mon premier était interminable. Ça a pris 4 ans. Je peux te dire, j'ai fait plus qu'un party, là. Ouais. Ah non, mais j'ai célébré quasiment tous les mois. Chaque date, chaque 10 du mois. C'est bien long, 4 ans pour un divorce. Ben, ça dépend ce que ça implique, mais peu importe. Peu importe. On peut-tu avoir plus de détails? On a les chiffres ici, là, à l'image. Ce que je veux dire, c'est que c'est une façon aussi de vivre de son deuil pour certaines. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup apprécié la présence de mes amis. Puis comme j'ai eu une célébration de mariage, c'est aussi une autre époque. Je pense on peut célébrer la fin de cette époque-là et que ce soit agréable, optimiste. Façon de reprendre ton pouvoir aussi, de Tout dire, à fait. OK, là, j'en ai toujours eu du pouvoir de ça. C'est moi, là. Hein? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans un party de divorce? Même qu'un mariage. On célèbre. On célèbre. Alors, moi, j'ai une copine qui m'a fait un discours. On a... Tu es mieux sans ton mari. Non, pas t'es mieux sans ton mari, mais je te souhaite les prochaines années dans le bonheur, de te... Comme a dit Seb, c'est comme tu récupères ton pouvoir, que tu sois bien, qu'on est là pour toi. Écoute, on était pactés, c'était très drôle. Un peu de bulles. Il y avait beaucoup de bulles. Je sais pas si tu as reçu des cadeaux. Je vais juste vous montrer. Alors, c'est là que je voulais en venir. Parce que... Non, mais ils vendent toutes sortes de bébés. Je vais vous montrer, puis vous allez comprendre là, oui. Sur Internet. Exemple, une balle de golf pour se défouler sur l'ex, tu sais, ces genres d'affaires-là. Plein d'objets de déco, là, des coussins, des affiches, tout ça avec le mot divorce, évidemment, dessus. Ça, là... Une piñata, ça, j'aime beaucoup ça, de l'ex. Une casquette, mon mari est infidèle. Une bougie qui soit... on dit qu'elle sent les papiers de divorce fraîchement signés. Et un petit cercueil pour ton alliance. Fait que tu peux exposer ton alliance. OK, mais c'est ça. Ça, c'est... C'est un peu de mauvais goût, je trouve. C'est un peu de mauvais goût. Aurais-tu eu ça, toi, tes divorces? Non, j'aurais pas. Jamais. Non, mais dans le party, ça peut faire... C'est drôle, non? Non, moi, comme dit Seb, moi aussi, je trouve ça de mauvais goût. Seb n'a jamais dit ça. Qui veut se promener? J'ai dit ça, moi? Non, t'as pas dit ça. Ah non, c'est Mélanie qui a dit ça. Oui, c'est Mélanie qui a dit ça. Alors, mais excusez-moi, la ménopause, ça fait ça aussi, je m'excuse. Mais en même temps... On l'a dit les deux. Est-ce que Mélanie, tu te promèneras avec une casquette sur la tête pour dire... Make America Great Again. Ben non! Ça, c'est un cas de divorce. Ça, c'est un cas de divorce. Elle, là, elle est pas arrêtable. Ben non, mais moi, je suis contre tout ce qui est faire de l'argent sur un événement qui est, somme toute, assez triste. Quand même. Mais un party intime avec ses amis, oui. Mais si je vois une fille avec un pénis gonflable sur la tête dans un party dans le Vieux-Québec en train de célébrer son divorce, on est mal parti, là. Ben non, mais on peut pas la juger. Non, on peut pas la juger, mais c'est quand même un événement triste, surtout quand les enfants... Ben si elle veut passer à autre chose, puis ça fait partie de son processus de deuil. Moi, là où j'en ai, c'est une petite balle de golf. Mais si elle me demande un cadeau, je vais faire comment, fille? Ben de l'aide. Parce que là, c'est déguisé sous le cadeau. Mais si tu m'arrives avec une balle de golf, avec la photo de ton ex, je suis comme, achète-toi-en une top flight, puis imagine-toi que c'est lui, là, tu sais, dans le sens... C'est sûr. Ben, moi, je propose quelque chose. Vous savez, à l'émission, ici, on offre souvent à nos invités des tasses avec une phrase, une citation dessus. On a décidé de créer le premier cadeau de divorce, on va se le dire. C'est une nouvelle tasse. Mon ex a tout pris, sauf cette tasse. Mais ça, je trouve que c'est bon. À la maison, pour vrai, on vous l'offre. Écrivez-nous sur nos réseaux sociaux. Dites-nous pourquoi c'est vous qui devriez avoir cette tasse, puis on s'arrange pour vous envoyer ça. Après la pause, un de mes invités rend la politique sexy.
Lambert Drainville a travaillé 5 ans en cabinet politique, entre autres avec Yves-François Blanchet et aussi Lionel Carman, de qui il est toujours ami, soit dit en passant. Oui. Il vise maintenant à rendre la politique accessible à tous, pour ne pas dire sexy à tous, entre autres avec son balado avec Lambert, où il jase à bâton rompu avec des politiciens. Et c'est là qu'on peut se perdre pendant des heures, parce qu'il y a beaucoup de contenu. Toi, tu es entré en politique à 22 ans. Ouais, on parlait de Catherine Fournier, on est un peu dans les mêmes âges. Qu'est-ce qui pousse un jeune de 22 ans à se dire, je vais jouer à ce jeu cruel-là, celui de la politique? Ben moi, je viens d'un milieu familial où on est très politisé. Je pensais être très polarisé. J'ai failli dire polarisé. On est polarisé. Très politisé, mais puis ça va au-delà du nid familial. Tu sais, mes grands-parents, mes cousins, tout ça. Puis c'est sûr que de l'avoir vécu de près, de par papa, je l'ai vécu un peu en coulisses très jeune. L'époque du PQ, de Pauline. Puis j'ai vu un petit peu comment ça se passe en coulisses. Puis il y a une intensité, il y a aussi, évidemment, un désir de changer le Québec dans lequel tu grandis, dans lequel tu vas laisser à tes enfants éventuellement. Fait que je te dirais que c'était un peu toutes ces réponses, le thrill de la politique. C'est un sport extrême, la politique. Le fait de côtoyer aussi les coulisses du pouvoir, c'est très, très, très chouette. Moi, je suis un triple de sport aussi, puis il y a beaucoup de parallèles à faire là, entre le sport et la politique. Ben oui, justement, c'est deux milieux où tu es sous haute pression, où il faut que tu performes tous les jours. Où tu n'as pas toujours deux chances non plus, comme dans le sport. Exact. Tu passes à côté, tu passes à côté. Exactement, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, je suis tombé en amour avec ça très jeune et j'avais le goût aussi de changer les choses. Tu sais, quand même, c'est pas facile, on en parlera, mais c'est très exigeant. C'est en même temps très stimulant. C'est très, très stimulant sur une base quotidienne. Puis quand tu te couches le soir, c'est sûr que... Tu as le sentiment du devoir accompli. Là, je le lis parce que j'ai jamais entendu ça. Donc, au départ, tu travaillais comme conseiller à la recherche au cabinet du chef du Bloc québécois. Qu'est-ce que ça fait, un conseiller à la recherche? Bien, c'est vraiment, je te dirais, le poste de base là, dans un cabinet. Tu es vraiment celui qui rédige les documents pour briefer, dans ce cas-ci, le chef ou encore le caucus. C'était François Blanchet. Oui, François Blanchet. Fait que à ce moment-là, je travaillais à Ottawa et le but, c'était... J'étais responsable de certains dossiers, immigration, logement, itinérance, tout ça. Et quand il y avait un projet de loi qui était déposé par le gouvernement du Canada, ben moi, je rédigeais, dans le fond, la position du Bloc, tu sais. Puis j'écrivais pourquoi. Puis après ça, ben je disais au chef et aux autres différents députés, à moins que quelqu'un me dise... Ce sera pas ça notre position parce que c'est pas bon ce que tu as écrit. Mais généralement, ça fit avec où est-ce que le parti se situe sur, disons, l'axe gauche-droite. Et c'est ça, tu informes le chef et les députés de voici comment est-ce qu'on va se positionner par rapport à ce projet de loi-là. Est-ce qu'on va voter pour ou contre? Et voici pourquoi. Mais t'étais jeune. Exact. J'étais à l'université, j'avais étudié en sciences politiques, 22... Toi, à 16 ans, je t'aurais donné le droit de vote. Ça va. Je suis comme rassuré, là. Quand même. Parce que moi, je pense qu'il faut donner à plus de gens, mais effectivement, il faut exposer les gens au milieu politique, puis aussi montrer que ça va au-delà des grands discours, des vestons, puis des... Puis c'est intéressant aussi. Il y a façon de parler de politique de manière intéressante. La raison pour laquelle il faut commencer très tôt à le faire à la maison. Oui. Puis c'est de montrer aussi à quel point c'est une job qui est très... Ça peut être très concret. Tu sais, toi, tu as fait de la gestion de crise par la suite au ministère des Services sociaux du Québec. Exact. Gestion de crise, là, comment ça marche? Tu te lèves, tu dois être vidé tous les soirs. Tu fais juste la résolution de problèmes sans arrêt? Bien, auprès du ministre des Services sociaux, c'est sûr que, tu sais, quand tu parles de santé mentale, quand tu parles de DPJ, quand tu parles d'itinérance, c'est rarement les dossiers où ça va vraiment... Ça va jamais bien. Ça va jamais bien, tu sais. Fait que... Puis toi, tu travailles 70 heures semaine pour essayer que ça aille bien, mais malgré tout ça, à chaque fois que tu te lèves le matin, ça va mal. Fait que, tu sais, il faut quand même que tu gardes une certaine distance avec ce qui se passe. Mais c'est ça, tu gères des crises, fait que tu essaies de voir venir les crises en amont, tu sais, avec l'information qui t'est communiquée à l'interne. Puis tu essaies d'avoir la meilleure stratégie de gestion de crise après ça pour le ministre pour lequel tu travailles. De réagir de la bonne façon, d'être hyper empathique aussi de ce qui se passe, puis de sortir de la boîte pour trouver des solutions. Lambert, puis-je me permettre de te demander, est-ce que tu comptes aller en politique? C'est une question qu'on me pose naturellement souvent. Parce que t'es avec tout le charisme que tu dégages et ton intérêt. Tu es en train de te faire une banque d'abonnés, on te voit très bien. Oui, c'est des futurs électeurs, ça. C'est pas le but principal, là, je vous le promets, mais... j'ai toujours gardé la porte ouverte à ça, même que je le disais dans mes rencontres d'embauche, autant au Bloc qu'à la CAQ. Un jour, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Je te cacherai pas que j'ai quand même eu certaines réalisations de mon temps comme employé politique qui font en sorte que je suis plus en questionnement aujourd'hui. Quelles sont-elles, ces réalisations?
Bien, un peu ce que je fais, tu sais, c'est beaucoup pour rendre ça plus vrai, plus authentique. Je trouve que c'est un milieu qui parfois manque accessible aussi d'authenticité. Tu sais, on est, puis je veux dire, j'étais partie prenante de ça. Là. Je veux dire, tu fais des lignes de communication, tu veux positionner un certain message, tu veux prendre le contrôle du narratif. Fait que c'est sûr que c'est des choses qui sont réfléchies d'avance. Ouais. C'est sûr que c'est la spontanéité, l'authenticité, ça perd un petit peu à travers ça. Puis des fois, la joute politique fait en sorte que, selon moi, on manque d'authenticité, puis on manque peut-être même parfois, puis je veux vraiment mettre l'emphase sur parfois un petit peu pas de vérité, mais c'est ça, de vérité. Bien, quand tu me parlais du côté de la performance, c'est ce que je me disais. Parce que je trouve que la politique, c'est une affaire très de performance. Je me demande si ça laisse place à l'humain. Bien, on le voit. Moi, je trouve qu'on le voit dans ce que tu fais, dans tes rencontres, entre autres, que sur ton truc. Puis on voit aussi ton authenticité à toi, l'humain qui ressort. Entre autres, quand tu parles de ton père, là, je vais revenir à Bernard Drainville, qui est ton père, mais tu t'es pas gêné quand même pour... Tu l'as pas épargné quand tu as parlé du remaniement ministériel. On a des images. Oh. Bernard Drainville, qui lui se retrouve à l'environnement. Ce qui est pour moi la plus grosse surprise de ce remaniement ministériel-là. Il n'y a pas grand monde qui le voyait là, considérant ses commentaires. Lâchez-moi avec les GES. Durant l'élection de 2022 et en raison de son amour profond pour le troisième lien, qui est loin d'être un projet qui plaît aux écologistes. Ce qu'on dit, c'est qu'il s'en va là pour faire le ménage, parce que le gouvernement en a marre des nombreux règlements environnementaux qui ralentiraient le développement des projets économiques. Ici, M. Drainville en a eu plein son casse avec les syndicats alors qu'il était ministre de l'Éducation. Les chances sont bonnes que son casse va rester plein en raison des militants écologistes qui certainement ne seront pas très contents. Je finis là-dessus, mais ton père, est-ce qu'il a commenté? Ben là, ça m'a coûté clairement un cadeau de Noël. Tu vois que ça, en dessous de l'arbre, il va peut-être manquer un cadeau de Noël. Mais non, ben honnêtement, tu sais, je veux dire, moi, j'ai grandi, il était journaliste avant, tu sais, puis je me suis toujours dit, à ma place, il m'épargnerait pas. Ben non, c'est fair play, c'est ça la game. C'est ça. Exact. Puis moi, je veux dire, ce que j'offre aux gens qui me suivent, c'est le plus d'objectivité possible. Tu sais, j'ai un background familial, j'ai travaillé pour certains partis. T'aurais pas le choix, de toute façon, ce serait bizarre que t'en parles pas, tu sais. Exact. Je veux dire, ministre de l'Éducation, quand tu veux parler de politique au Québec, ça va parler du ministre de l'Éducation. Alors, je le fais, puis j'essaie de le faire de la façon la plus honnête possible, comme lui le ferait s'il était à ma place. Je suis sûr qu'il comprend. Ben oui. Puis on se parle, puis il les voit passer. Il est capable d'en prendre. Oui, c'est ça, il est capable d'en prendre. Est-ce que tu avais commenté quand il avait chanté les Cowboys fringants? Ah, hey, ça, Mélanie! Ben non, mais ça, là, j'étais pas encore, j'avais pas lancé mon projet encore. Mais ça t'a motivé pour le lancer. Oui, je te cacherai pas que c'est, écoute, de toutes les... Tu sais, on parle souvent de mon père, évidemment, ça vient un peu avec. C'est la chose, tu sais, il y a eu la charte de la laïcité, il a fait plein d'affaires en politique, mais il n'y a jamais rien qu'il a fait en politique dont je me suis fait autant parler que quand il a chanté la tune des Cowboys. Non, mais au bureau, Mathieu Lacombe me dit ça cet été, je l'ai croisé, il dit non, mais même Bernard a beaucoup d'autodérision. On en rit souvent en meeting. C'est un running gag. Puis Bernard, il sait bien que ça a fait rire et tout ça. Mais je veux juste prendre la balle au bon. Tu as parlé d'anxiété de performance, puis de, la performance en général. T'en parles, c'est un de tes sujets dans ton nouveau spectacle. Oui. Machine. Oui. J'ai le goût de te faire ceci. Tu aurais 30 secondes, en fait, pour me donner envie de voir le spectacle. C'est vrai? Vends-moi ta salade. C'est vraiment moi ta salade. T'as 30 secondes. Ben, écoute, tu peux même regarder quelle caméra on regarde. On regarde celle-là. Je vais pas toutes les prendre, les 30 secondes. Ben, je voudrais pas vous déranger à la maison. Venez voir mon prochain spectacle, Machine. C'est un spectacle dans lequel je me livre, je suis vulnérable. Sinon, lisez de la littérature québécoise, écoutez la télé québécoise, allez voir des collègues humoristes, rassemblez-vous. La culture, c'est ce qui nous rend humains et qui nous éloigne des machines. Pourquoi Machine? Machine, parce que mon premier s'appelait Animal. Puis je trouve que souvent, on tente de devoir devenir des machines. Il faut être un bon père, un bon collègue, être les meilleurs dans tout. Et j'ai envie qu'on lâche un peu ça. Puis que le spectacle soit un moment de répit. Wow! Bravo. Très bon. Un bon pitch. J'aime qu'il ait pris quand même un moment là-dedans pour pas parler de son spectacle, mais de la culture québécoise. Ça, c'est apprécié. Ça, c'est très apprécié. Faut s'encourager. Oui. Mais donc, grande première, nouveau spectacle, Machine. Donc, c'est le 16 avril au Jésus à Montréal, 28 avril à la salle Albert Rousseau à Québec. Et tu seras en tournée, évidemment, partout à travers la province. Oui. Avec Machine, mesdames et messieurs. Notre frontière avec les États-Unis est toujours aussi perméable, mais elle est surtout devenue plus dangereuse qu'avant. On vous explique pourquoi au retour.
Demain, notre ami journaliste Xavier Savard-Fournier lance un papier sur la militarisation à la frontière canado-américaine sur lequel il travaille depuis 5 mois. Ça, c'est de la job. Il a accepté de venir nous en parler en primeur. Salut, Xavier. Salut, Sébastien. Pourquoi ce sujet-là? Pourquoi, dans quel contexte, en fait, tu t'es dit, je vais faire un truc sur la militarisation? Déjà, le mot fait peur, de militarisation de notre frontière. Bien, il faut comprendre, là, il y a un investissement de plus d'1 milliard de dollars canadiens du gouvernement en ce moment, là, du président. Du président. Bien, oui, parce qu'au fond, c'est pour plaire au président Donald Trump aussi. Puis c'est vrai qu'1 milliard de dollars, ça frappe. Il y a eu la nouvelle entente sur les tiers pays sûrs qui a mis fin à toute fin pratique, pour reprendre le terme, au chemin Roxham. J'étais là, moi, au chemin Roxham, le soir de mars 2023, quand tout ça a arrêté. Et depuis, je suis retourné de nombreuses fois sur la frontière. Et dans ce cas-ci, bien, c'est vrai qu'on a vu beaucoup les policiers, de la GRC notamment, nous parler de ces hélicoptères de l'armée. Au fond, quand on parle de militarisation, c'est qu'on utilise du matériel militaire maintenant pour surveiller. Des hélicoptères, des drones, des caméras infrarouges qui suivent les gens qui tentent, au fond, de venir demander l'asile au Canada. Et ce que je trouvais, et ce que Pivot, qui publie ce reportage-là, trouvait aussi, c'est que les premières personnes touchées, les personnes migrantes, bien, elles, on les entendait jamais, ou à peu près jamais. Et là, bien, on voulait leur donner leur voix, leur parole, leur compréhension, ainsi que certaines personnes qui vivent, je vois l'affiche derrière là, de la GRC, qui vivent pas loin, notamment dans le sud du Québec, et qui ont maintenant des affiches pour... appeler si on voit ce qu'on décrit comme une personne ou une situation suspecte, et certaines personnes qui vivent dans ce secteur-là commencent à trouver que c'est beaucoup, que ça ressemble plutôt à devenir des collaborateurs de la police, et certaines personnes n'aiment pas ça, même si d'autres étaient bien contents de voir ça, là, quand même. C'est ça. Première question, c'est par rapport à ceux qui habitent là. J'imagine, on dirait qu'ils sont en zone de guerre. Il y a des drones qui leur passent au-dessus de la tête, des patrouilles tout le temps. Bien, pour les gens qui vivent dans le secteur d'Hemingford, dans le sud du Québec, qu'on connaît depuis un certain moment, le chemin Roxham, au fond, il n'a pas arrêté. Ce que disent aussi les spécialistes, puis c'est ça qu'on a voulu aller démontrer sur le terrain. Moi, je suis allé de nombreuses fois à la frontière. Je suis allé en Ontario. Je suis allé jusqu'au Manitoba pour aller voir comment ça se déroulait un peu partout. Voir qu'au fond, cet investissement-là qui est censé sécuriser, contrôler, ne fait au fond que pousser les gens vers des chemins encore plus risqués, encore plus dangereux, vers des passeurs qui n'étaient pas utilisés à l'époque du chemin Roxham. Là, le chemin Roxham, pour ceux qui ne sont jamais allés, c'est 2 rues qui se retrouvent avec une frontière entre les deux, puis c'est un petit caniveau qu'on enjambe. C'était assez simple. Passeurs comme la frontière mexicaine. Donc, on engage quelqu'un qui nous aide, puis de nuit, puis il faut s'organiser, on passe. Il y a de tout temps eu des histoires de trafiquants, il y a toujours eu des questions de drogue et tout ça. Oui, il y a eu une adaptation, puis il y a des policiers qui sont interviewés de la GRC, le sergent Daniel Dubois, qui nous mentionne ça également. Mais là, maintenant, c'est aussi des gens qui viennent au Canada pour demander l'asile, qui est encore un droit reconnu pour eux. C'est juste qu'avec la nouvelle entente sur les tiers pays sûrs, il s'est créé un 14 jours maintenant, où s'ils se cachent pendant 14 jours, bien, au 15e jour, là, ils ont le droit de demander l'asile. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Et c'est ça qu'on m'a rapporté Astrid, une dame haïtienne d'une 60aine d'années, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'été dernier, il y a eu un gros accident dans le coin d'Hemingford. Avec une vanne. Avec une vanne, un chauffeur dans l'État de New York qui a frappé un camion. Bien, moi, je vous raconte qu'il y avait un deuxième VUS derrière ce camion-là. Astrid était à l'intérieur. C'est une 60aine d'années. C'est loin d'être une criminelle endurcie. C'est une dame qui, elle, a une protection temporaire du côté des États-Unis. Elle vient d'Haïti. Elle ne peut pas retourner à Haïti pour des raisons bien évidentes. Ben oui. Et là, elle a peur de se faire prendre par ICE du côté des États-Unis. Elle se dit, bien, il faut que je vienne au Canada. Exact. Mais si elle se présente à la frontière terrestre, bien, c'est impossible pour elle de demander l'asile. Mais il y en a d'autres, des histoires. Junior, lui, a fait ça, se présenter à la frontière terrestre dans un poste comme ça à Bernard-de-la-Colle. Puis on lui a dit non. Il ne faisait pas partie des exceptions parce qu'il n'a pas écrit le nom de son père de la même manière que les documents officiels de son père au Canada. Alors lui, il est arrivé du Chili à pied, parti d'Haïti vers le Chili, remonté toutes les Amériques, 2021, 2022, arrivé à la frontière, se fait dire non. Bien, vous pensez qu'il est arrivé quoi? Il n'est pas resté aux États-Unis, bien évidemment. Il est venu rejoindre son père, mais il a été obligé de passer par la frontière pour se cacher, faire une entrée irrégulière, alors que s'il y avait eu l'option régulière présente. Et ça, j'en ai des histoires comme ça un peu partout. Et je pense que ce qui est important de mentionner derrière ça, c'est que on parle de politique. Souvent, on voit le grand message qui est lancé, mais on ne voit pas toujours les effets de ces choix-là politiques sur le terrain. Et notamment sur les personnes migrantes et les résidents dans ce cas-ci, et pas juste au Québec. Puis j'allais dire, ni le danger aussi qui vient, parce que là, tu dis que c'est devenu plus dangereux. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils doivent faire ça de nuit. Il fait froid. C'est beaucoup de la forêt, en fait, le long de cette frontière-là, en Ontario, entre autres. Donc, c'est très dangereux pour ceux qui passent. Puis, au fond, là, on voit ici chemin Jackson-Covey Hill, qui est un des endroits un peu plus connus. On voit, au fond, la petite caméra. Il y a des caméras partout, maintenant. Si vous vous rendez vous-même dans ce secteur-là, vous pouvez être intercepté. Personnellement, j'ai été intercepté 2 fois par la GRC. Qu'est-ce qu'on te dit? On me disait que j'avais un véhicule, au fond, de location, et ça, c'était donc suspect. Et en même temps, la première chose que l'agent me dit, c'est
bien, vous n'êtes pas ma clientèle régulière. C'est qui sa clientèle? Il regarde la couleur de peau? Bien, quand on a demandé à la GRC, on nous a dit qu'il n'y avait pas de profilage racial, mais il y a beaucoup de soupçons pas juste du côté du Québec, dans le nord de l'Ontario ou du Manitoba. Et pourquoi c'est important pour moi de se rendre là? C'est oui, au Québec, on l'entend. C'est vrai. Oui, il y a un nombre qui a justifié une certaine recrudescence de cette surveillance-là, selon certains points de vue politiques. Mais si on va dans le nord de l'Ontario maintenant, les gens passent par là parce que, justement, ils savent que du côté du Québec, c'est beaucoup plus dangereux. Là, vous voyez la frontière au Manitoba, là, à droite, c'est les États-Unis. À gauche, c'est le Canada. Là, je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça, là, de traverser la frontière. C'est 9000 kilomètres de frontière. C'est ce que j'allais te demander. C'est 1 milliard qu'on a investi pour la protection? Un petit peu plus, oui. Mais on a quand même 8000 kilomètres de frontières. Comment tu veux protéger ça? Bien, ça, c'est une question qu'il faudrait demander au gouvernement. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est montrer l'impact de ça dans le contexte du terrain, sur les personnes qui traversent. Et dans ce cas-ci, ce qu'on se rend compte pour le Québec, c'est que, grosso modo, c'est là où sont beaucoup les agents, les hélicoptères. J'ai rencontré un homme qui habite dans le secteur, Denis Bouchard, qui considère que les hélicoptères, ça fait beaucoup de bruit. Il a entendu des gens qui se sont fait suivre, des résidents là, qui se sont fait suivre par des drones. Alors, imaginez les travailleurs temporaires, saisonniers, quelqu'un qui prend une marche dans ce secteur-là, peut-être peut aussi faire ça. Mais ce qu'on entend beaucoup, même à Montréal, c'est que les personnes migrantes passent maintenant par la forêt de l'Ontario, le nord ontarien. Je suis allé dans le coin de Fort Frances, je suis allé dans ces secteurs-là. Il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est-à-dire que c'est des petites rivières, ça peut passer, mais si on commence dans cette logique-là, de sécurisation sur 9000 km, bien, jusqu'où on va? Parce qu'au fond, le problème va se déplacer maintenant d'un bout à l'autre et on va reproduire, au fond, et c'est ce que disent plusieurs spécialistes, ce qui s'est fait du côté des États-Unis. Il n'y aura pas de mur, ou du moins, c'est pas dans les discussions, mais c'est une logique qui ne peut que se nourrir d'elle-même et augmenter une surveillance au fil du temps. Parce que, justement, là, s'ils ne passent plus au Québec, bien, ils vont peut-être passer en Ontario. S'ils ne passent pas en Ontario, ça va être le Manitoba. Ça va être plus à l'ouest, ça va être plus loin, plus loin, plus loin. Puis qu'est-ce qu'on fait pour améliorer tout ça? Pour améliorer le sort ou en tout cas la façon de traverser ou en tout cas réduire le danger? Bien, ce que disent à tout le moins les spécialistes, certains que moi j'ai discuté en marge parce que le reportage, vraiment, je tiens à le dire, c'est un long format, c'est 4000 mots. On ne fait jamais ça, c'est rare. On fait rarement ça. On a pris le temps avec Pivot. Il y a une bourse d'ailleurs qui m'a été offerte par l'Association des journalistes indépendants du Québec qui m'a permis de faire ce travail là pendant des mois, c'est surtout les personnes migrantes. C'est ceux qu'on voulait faire entendre. Il y a plusieurs récits, plusieurs histoires à la frontière, mais ce que disent les spécialistes, ce que dit l'ONU, le pacte de la migration, c'est juste d'offrir des voies régulières et sécuritaires. Et dans ce cas-ci, je pense qu'il faut rappeler que certaines décisions ont mené à plus de risques. Il y a déjà eu des morts à la frontière canadienne. On souhaite qu'il n'y en ait pas de nouvelles, mais il y en a déjà eu. Au Québec, en Ontario, au Manitoba, la famille Patel indienne, il n'y a pas si longtemps. On vient d'arrêter le passeur. Mais ça, c'est aujourd'hui, maintenant, en ce moment même, chaque soir au Québec, puis une fois de temps en temps, même dans le coin de Thunder Bay, en Ontario, ou Winnipeg, au Manitoba. Et l'hiver arrive aussi. Fait que ils ne sont pas toujours habillés pour, en tout cas. Puis les drones en hiver, ça marche moins bien, donc on peut passer. Ça, c'est aussi les agents de la GRC le mentionnaient. Ton papier sera publié demain, donc. Mais merci. Puis bravo, 5 mois de travail quand même. Plaisir. Très intéressant. Le journalisme d'enquête existe toujours. De quoi les psychologues entendent le plus parler dans leur cabinet? On a une psy qui nous dévoile tout ça dans quelques minutes. C'était vraiment très intéressant.
Notre amie, la psychologue Stéphanie Léonard, nous a proposé de venir nous voir régulièrement pour nous faire un bilan de tout. Ben, peut-être pas tout, mais une bonne partie de ce qu'elle entend le plus dans son cabinet. Évidemment, on a dit viens-t'en tout de suite. Et le mot avec lequel elle arrive aujourd'hui, c'est empathie. Oui. Bonjour, Stéphanie Léonard. Bonjour, Stéphanie. Très heureux de te retrouver. Empathie. Mot peut-être galvaudé, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas tous ce que ça veut vraiment dire. Oui, je trouvais que ça suivait dans la lignée de la bienveillance, la gratitude. On aime ça quand le public s'empare de ces concepts sociaux, psycho, super importants. Hashtag gratitude, hashtag... Oui, c'est ça. La série Empathie a sûrement contribué aussi à ce qu'on parle plus d'empathie. Moi, quand quelqu'un me dit « j'ai vraiment été dans l'empathie », je suis toujours « qu'est-ce que tu as fait exactement? » Alors, l'empathie, c'est comprendre et partager les émotions de l'autre. J'ai un quiz pour vous. OK. D'accord. Alors, vous croisez votre amie qui vient de se séparer. Vous lui demandez comment elle va. Elle vous dit « je trouve ça vraiment dur depuis ma séparation ». Vous avez 3 choix de réaction. Quelle est celle qui est empathique? La première, c'est de vous lui parler de votre propre séparation. Oui, très empathique. La deuxième, vous lui dites ça va bien aller, le temps fait bien les choses ». Et la troisième, vous lui dites je comprends, c'est vrai, c'est très difficile de se séparer. Puis écoute, si jamais tu as besoin de quelque chose... C'est c'est sûr que c'est c'est facile. Je vous ai aidé. Mais voyez-vous comment il n'y a aucune mauvaise réponse. C'est ça. Être empathique, c'est pas juste être là, c'est être connecté, capable de partager, de saisir, de comprendre, même des émotions que peut-être nous, on comprend pas. Alors... C'est-tu le fameux de se mettre à la place de l'autre, c'est ça? Oui, aussi. Ça. Puis on peut avoir pas du tout d'empathie, ce qui est triste, mais on peut en avoir beaucoup trop. Aussi. Alors, dans mon bureau, des fois, ça va arriver que je vais avoir un patient, une patiente. Le premier 20 minutes de la session, la personne va me parler avec émotion de toutes les personnes autour d'elle, à qui elle tient, qui vivent des choses difficiles. Puis je vois qu'au bout de 20 minutes, c'est de s'arrêter puis de dire « Est-ce que tu as remarqué que ça fait 20 minutes qu'on parle de toutes ces personnes qui sont hyper importantes pour toi, mais tu ne me parles pas de toi. » Alors, on peut avoir très peu d'empathie, ce qui n'est pas idéal, mais on peut aussi en avoir trop. Puis là, il faut comme se munir de ce que j'appelle un gradateur, là, parce qu'on peut s'épuiser à être trop empathique, on peut se sentir submergé, ça peut compliquer nos relations aussi. Mais c'est pas noble, Stéphanie, d'être empathique. J'ai l'impression que c'est noble. Tout à fait, mais c'est pas simple. Je pense que ça veut pas dire la même chose pour tout le monde. Oui, oui, monsieur derrière. Oui, bonjour, Jonathan. Mais des fois, est-ce que j'ai l'impression aussi de parler des autres avant de parler de soi? Il n'y a pas un peu d'évitement? Non, parce qu'en fait, le principe... Mais je comprends, c'est une excellente question. C'est une bonne question. C'est une façon de ne pas se regarder soi-même. Oui. En fait, c'est de se rendre compte, le moment que je suis en train de vivre, là, si une personne me confie, je reviens à mon exemple, je trouve ça difficile depuis ma séparation. Bien là, c'est un moment où, dans le ici et maintenant, je dois m'attarder à qu'est-ce qui est en train de se passer. J'ai un ami qui m'a confié quelque chose. Je suis pas en train de me mettre de côté, je suis pas en train de m'effacer. Ça veut pas dire que par la suite, on prend pas notre place dans la relation, mais c'est des moments ponctuels où l'empathie devient un vecteur pour pouvoir créer des relations qui sont authentiques, pour émettre des comportements comme pardonner, comme soutenir quelqu'un. Tu sais, c'est comme un vecteur pour d'autres choses, mais ça ne veut pas dire qu'on s'oublie. Parce que dans une relation saine, l'empathie, elle va être bidirectionnelle. À certains moments, moi, je vais avoir besoin qu'on en ait à mon égard, puis idéalement, je vais en avoir envers l'autre aussi. Mais on ne s'efface pas. Non, c'est pas ça l'idée. Non, mais j'allais juste dire, Charlie Kirk, l'influenceur, disons, controversé qui a été assassiné, était contre l'empathie. Parce qu'en général, on vit dans un monde, puis dis-moi si je me trompe, là, qui manque plus d'empathie qu'il y en a trop, en tout cas, moi, qui manque d'humanité. En fait, c'est que c'est pas une ressource indéfinie, l'empathie. On peut avoir... Notre potentiel empathique, je ne sais pas si c'est un terme... On a comme une réserve, tu veux dire, d'empathie? Notre potentiel empathique peut être affecté, comme par exemple, par le contexte de société. Ça peut être sélectif pour survivre. Là, ou des situations de vie. Tu sais, si je vis des grandes épreuves, je suis usée. C'est comme une batterie qui se vide. Ben oui. Alors, il faut comprendre, puis en ce moment, dans le contexte de société, je pense que tout est très polarisé. Donc, c'est sûr qu'on devient usé par rapport à notre capacité d'être empathique. Usé ou désensibilisé? Là, parce que... Les deux, parce qu'on est aussi dans une société d'hyper-performance, très individualiste. J'en parle dans mon show. Le show Machine, ça? Machine. Puis, je pense que c'est ça qui contribue au fait que notre potentiel empathique est effrité. Mais moi, ce que j'ai constaté rapidement, c'est que plus on vit dans des villes urbaines, moins les gens sont empathiques. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus d'empathie lorsqu'on va en région ou dans des pays éloignés. Je sens beaucoup plus d'empathie de ces gens-là. Où les gens se connaissent, où tu as envie d'aller aider ton voisin. C'est moins individualiste. C'est moins exactement. Tu restes avec nous, Stéphanie? Bien sûr. Voilà. Parce qu'après la pause, on se demande pourquoi on est parfois heureux de rater un événement. Ah oui. Marie.
Le Joko, le Jomo. Vous allez comprendre pourquoi je dis Jomo. Là, quand on rate un événement, là, puis qu'on a un petit pincement en voyant des photos de nos amis, comme on appelle ça, le FOMO, le fameux Fear of Missing Out, la peur de rater une occasion, quelque chose de bien le fun. Ça fait quelques années qu'on entend parler de ça, mais maintenant, il existe un nouvel acronyme, et c'est le JOMO, qui serait l'inverse. Le JOMO, c'est quoi le JOMO? C'est le Joy of Missing Out. Donc, c'est le plaisir qu'on peut ressentir à ne pas avoir à aller à certaines obligations ou de participer à certaines activités sociales. J'adore ça. Ça m'a fait quand même un peu penser, je dois admettre, quand il y a eu la pandémie, au tout début du confinement, il y a plusieurs de mes patients qui me disaient hey, de ne pas pouvoir aller à nulle part, là, ça fait comme un peu mon affaire. J'ai pas besoin de limite. J'ai pas... ça n'a pas duré, on s'entend. On avait l'ultime excuse. Ça m'a fait penser un peu à ça, c'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir un équilibre, mais c'est certain que je trouve ça très drôle, ces expressions-là, mais le faux mot, en fait, c'est que c'est la peur derrière. J'ai peur de manquer quelque chose. Tandis que le JOMO, c'est du joy. Alors, j'ai du plaisir à choisir mes activités et mes engagements en fonction de mes besoins du moment, de ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir. C'est très, je vais dire un anglicisme, empowering. Donc, oui. Ça te redonne du pouvoir. Ça te redonne un sentiment, mais ça veut aussi dire que... Parce que tout ça se joue davantage sur les réseaux sociaux, on va se dire les vraies choses. Donc, depuis que les réseaux sociaux sont arrivés, on a un potentiel de comparaison infini. Alors, si on a du faux mot, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on est un petit peu dans le jus. Donc, l'idée, c'est de se détacher de ça et de se reconnecter avec soi-même. Aviez-vous ça, vous autres? Moi je t'avoue que c'est jouissif, ces moments-là, où tu dis avec ta blonde, tu t'es pas allé, t'as un petit verre de vin, puis on n'est pas allé, imagine, on serait là-bas. Oui. Ça, puis c'est d'être capable, maintenant, je crois qu'avec l'âge, moi, j'ai pu acquérir ça, c'est-à-dire cette facilité de dire non. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Je veux dire, j'ai un autre... Non, ça me tente pas. Et pas d'excuses. Non, je vais avoir 53 ans, excuses de quoi? J'ai passé le stade des excuses, mais j'ai aussi une phase où j'étais dans le faux mot, mais à puissance 10 000. Où j'étais incapable de manquer quoi que ce soit. Puis, dans le milieu dans lequel on œuvre, on va pas se mentir, on reçoit énormément d'invitations à différents événements. Puis des fois, toi, t'as pas envie, tu te sens obligé, mais il faut être capable de dire non. Et moi, j'ai beaucoup plus de plaisir chez moi en faisant du pesto qu'aller... ça vous étonne? Oui. Non, moi, ça m'étonne. Ah non, elle cuisine beaucoup. Non, puis est-ce que je peux donner un exemple d'une situation que j'ai vécue rapidement? Ouais. Vous savez, j'ai récolté beaucoup de basilic cette année. J'adore faire le pesto. Oui, le basilic de Brossard est quelque chose. D'une qualité des grosses feuilles. Oui, c'est des grosses feuilles vertes. Bon, et à un moment donné, j'ai une copine qui passe à travers un moment difficile, puis la pauvre, elle m'appelle pendant que je fais du pesto. Puis là, je vois le téléphone, ça me tentait pas de répondre. J'étais dans l'empathie, Stéphanie. J'étais dans l'empathie. J'ai répondu, et à force, mais j'étais impliquée dans la conversation, mais j'ai échappé du sel. Et là, mon pesto était trop salé. La déception, l'empathie a pris le bord. Et je me suis dit, si j'étais dans le JOMO, j'aurais pas répondu à l'appel. Mon pesto aurait été réussi. C'est mon ami parce qu'on s'est inspiré d'un article du Business Standard, puis elle commence comme ça, son article, ça a transformé ma vie. Ça y a donné le droit d'être heureuse quand elle fait pas ça. Moi, ça fait longtemps que je vis le JOMO. Même que j'ai plus jeune, j'ai pensé avoir des enfants que pour dire « je ne peux pas, bye ». J'avoue que moi, ils me servent beaucoup, mes enfants, sauf encore. Que là, je veux pas instrumentaliser mes enfants. J'ai changé, Stéphanie, j'ai changé. Non, mais quand même. Mais il y a un autre sujet duquel on avait envie de parler avec une psychologue, c'est quand les enfants quittent finalement le nid. Et là, si tu regardes des chiffres, OK? Il y a un tiers des parents qui ressentent un grand deuil, puis il y a un vide et tout ça, une tristesse. Ce qui veut dire que les deux autres tiers font le party. Je ne sais pas si ça a été ton cas, Mélanie, parce que toi, les deux enfants... J'ai un enfant là, qui a quitté le nid. Oui, mais l'autre, ça s'en vient. Ben, pas à date. À date, il est bien en tête. Ah, c'est vrai? Ben, écoute, il y a tout dans sa chambre. Il y a tout. Je m'arrange qu'il reste là. Wow. C'est ça, oui. Il est en captivité. Mais quand Rosalie est partie... j'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça épouvantable parce qu'on dirait que c'est une partie de moi qui mourait. Le côté mère de... C'est un deuil! D'enfant, d'organisation. Ah oui, c'est vraiment un deuil. Moi, j'ai vu... quand même le deuil... pas de la relation, mais d'un chapitre. Exact. Toujours dépendamment de notre identité de personne. Si on s'imagine que c'est un diagramme en forme de tarte, là, un pie chart fameux, avec les pointes de tout ce qui est important dans notre vie. Si notre pointe de parentalité est très grande et très investie, c'est sûr que quand notre enfant quitte,
Bien là, le remaniement à faire dans qui on est, comment on se sent bien, comment on va passer autant de temps seul et tout ça, c'est plus difficile. Les parents hélicoptères, mettons. Là, exactement. Puis je pense quand même pas que les 2 tiers, là, tu disais le tiers, je trouve ça difficile. Je pense pas qu'ils sont sur le party nécessairement. Je pense qu'il y a une zone de comme... liberté. Ça dépend des soirs. Puis je pense qu'il y a vraiment une gêne de dire qu'on est content que nos enfants quittent parce que dans notre société de performance, on performer la parentalité. Techniquement, ça veut pas dire que tu es content que tes enfants partent. Mais moi, je fais la comparaison entre ça, parce que moi, j'ai 3 enfants, il y en a 2 qui sont partis, et admettre qu'on se réjouit un peu de se réapproprier de ce temps-là. C'est comme ceux qui disent, ou mes amis qui n'ont pas d'enfants, qui sont gênés de dire « Moi, j'ai fait le choix de ne pas en avoir puis elles ont peur du jugement. » Moi, je vis les deux. C'est-à-dire que le deuxième est parti, ça fait 3 ans, il étudie aux États-Unis, puis à chaque fois, j'ai le cœur... Et la première année, j'ai perdu 20 livres en 2 mois. Ah oui, de tristesse. J'étais dans un état, j'avais l'impression d'être en deuil de mon enfant. D'ailleurs, je quitte demain pour aller le trouver. Maman sent bien mon bébé. C'est comme un peu, moi, ça me faisait penser un peu à la garde partagée. Ah oui, la garde partagée, la première journée, tu veux mourir, tu passes dans sa chambre, puis tu pleures. Et le lendemain, tu fais « Oh! » Mais il y a certaines de mes patients, c'est plus des femmes, je veux dire, mais qui me disaient c'est comme une grosse peine d'amour. Oui. Puis, il y a quand même, quand on regarde dans les statistiques, c'est quand même les femmes qui réagissent plus difficilement. Oui. Puis moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas un timing entre le fait qu'habituellement, quand les enfants partent, la femme est soit en préménopause ou en ménopause. Donc, fragilisée aussi par rapport à ses outils. Fait, dans mon bureau, j'en vois au fil du temps, j'ai quand même vu que c'était beaucoup les femmes qui venaient consulter pour ça, encore maintenant. Puis, peut-être parce que c'est ce qui s'en vient pour moi, mon enfant va quitter bientôt. J'ai une fille de 20 ans et un garçon de 16 ans. Mais ma fille, trop bien. Winter is coming. Mais on serait mieux de pousser nos enfants hors du nid plus tôt. Mais c'est ça qu'il faut faire. Avant la préménopause, vers 12 ans. Oui, c'est effectivement. Ou à 16 ans, comme Joe, il est parti à 16 ans chez ses parents. Je pense qu'il faut se préparer. Je pense qu'il faut se préparer parce qu'on va être plus fragile à ce moment-là. En grande majorité, pour les femmes, c'est l'âge. Parce que je trouvais ça drôle que ce soit les femmes. Je trouvais ça un peu cliché. Mais je pense que c'est pas juste femmes-hommes. Je pense que c'est parce que vraiment, les femmes vivent quelque chose de plus difficile à ce moment-là. J'avais pas fait le lien. Mais en même temps, est-ce que je peux dire qu'il y a des moments extrêmement plaisants au fait qu'ils n'habitent plus à la maison? Écoute, moi, j'arrive chez moi, c'est propre tout le temps. C'est ça que j'allais dire, c'est toujours propre. Tout le temps. J'ai pas envie de cuisiner. Quand le souper est prêt, il n'y en a pas de souper. Je peux sacrer mon camp quand j'ai envie. Et on a la paix pour faire notre pesto. Mais pour ceux qui le vivent bien, absolument vrai. Ceux qui le vivent bien aussi, c'est ceux qui réussissent à redéfinir cette relation-là. C'est le deuil de la relation telle qu'on la connaît de notre enfant qui est un peu autour. Qui est tout le temps là. Donc, il y en a qui vont dire, écoute, on a tellement une belle relation maintenant, on est capable de faire des choses ensemble. C'est mieux. Fait qu'il faut être capable, mais il faut en parler. Là, je suis contente qu'on en parle parce que c'est hyper tabou. On s'imagine les parents en train de pleurer ou moi, je vois le cliché déjà des parents qui ont déjà vidé toute la chambre puis c'est devenu un gym avec un... Ah, ça, c'est un classique. Bon, on peut aussi... Question de quelqu'un dans l'équipe que je nommerai pas, qui s'appelle Stéphanie. On peut aussi s'arranger pour les garder très longtemps. Moi, c'est mon plan. Je me confie. Moi aussi. Vive les tankies. Merci, Stéphanie. Grand plaisir. À bientôt. Après la pause, l'athlète, Geneviève Janson, nous raconte la spirale infernale qu'elle a vécue. Non, c'est ça, moi, j'ai dit, top que ça me fait du bien.
Cassure, une nouvelle autobiographie choc qui sort jeudi. L'ex-championne de cyclisme Geneviève Janson aborde son passé trouble, dont évidemment les événements de 2005 qui l'ont amené à prendre des produits dopants. Salut Geneviève. Allô, Sébastien. C'est vraiment un livre choc, là, mais pourquoi avoir besoin de, ou en tout cas sentir le besoin de se replonger là-dedans? C'est ça qu'on se disait pendant la pause. Puis là, tu dis, moi, c'était fait. Ma thérapie, ma guérison, tout ça, c'était fait. Oui, c'était fait avant. Je pense pas que j'aurais pu écrire qu'est-ce qui est dans le livre, les sujets qui sont dans le livre, si j'avais encore des blessures qui sont ouvertes. Donc, moi, mon travail a été fait là, sur une vingtaine d'années. C'était en 2005, là, ça fait exactement. 20 ans. Que ma carrière est arrêtée, en fait. Donc, j'avais besoin de comprendre certaines choses. Puis, pourquoi j'ai décidé de le partager avec, en fait, le monde entier? C'est parce que c'est des situations qui se retrouvent encore beaucoup dans le sport, dans la vie en général. On peut voir ça aussi, tu sais, dans des milieux professionnels. Je voulais aussi aider en tant que victime et survivante de ça, de la panoplie d'abus que j'ai vécu. Je trouve qu'en société, en général, on a beaucoup d'empathie pour les survivants, mais on n'a pas d'outils pour eux. Donc, le pont entre être une survivante, qui est déjà super bien, mais tu sais, survivre, c'est une job à temps plein. Puis chaque survivant devrait avoir la chance de vivre une vie où est-ce qu'on s'épanouit aussi. Ouais. Mais tu sais, il manque un pont entre être un survivant et devenir une guerrière de notre propre vie. Parce que tu le dis j'allais dire dans le roman, parce que c'est presque un roman, on lit ça comme ça. Oui, ça se lit en fait comme une fiction. C'est ça, mais tu le dis là-dedans, c'est-à-dire, tu dis, moi, je prends la fuite à un moment donné de la personne, et puis je me dis, ça va être terminé, puis je pense à autre chose, mais non, c'est là que commence le combat presque. Tu sais, ça se règle pas du jour au lendemain. Là. Non, exactement. Puis quand j'y repense maintenant, tu sais, les années les plus difficiles de croissance personnelle sont arrivées après ma fuite. 2006, 2007, oui, de 2006 jusqu'à maintenant, mettons, là, si on reste dans le présent. Ouais. Donc, c'est important pour moi de faire avancer la conversation sur ça pour que les victimes et les survivants aient peut-être une figure de proue. Écoute, je me nomme pas figure de proue du tout, là. Non, c'est important, Geneviève, si je peux me permettre. Moi, je trouve ça très, très important. Un aussi, d'abord, avant tout, pour se déculpabiliser en tant que victime. Tu as utilisé les bons mots. On a le droit d'avoir une... Parce que je suis passée par là, donc je comprends. On a le droit d'avoir une vie épanouie après ces événements-là. Et puis, quand les gens vont te demander, par exemple, « Ah oui, pourquoi tu sors ce livre-là? » Tu sais, il n'y a pas de période précise. Chaque personne fait son cheminement à sa manière. Et je dis toujours... Les personnes qui ont été victimes d'abus, qui sommes-nous pour leur dire « Mais pourquoi tu n'es pas sorti avant? Ça ne nous regarde pas, ça ne nous appartient pas. Donc, c'est très important de respecter chacune des victimes et puis de partir avec la prémisse qu'elles sont, majoritairement du temps, victimes et non pas le contraire. Ouais. On a souvent tendance, de moins en moins, tant mieux avec les années, je ne sais pas toi si Geneviève, tu l'as remarqué, mais avant, c'était tout de suite « Ben non, elle ment ». Non, maintenant, les gens sont beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus empathiques à la cause des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, mais ça, c'est maintenant en 2025. Exact. En 2005, quand tout ça est arrivé, est-ce que tu as été mal comprise? C'est un autre monde, là, il y a 20 ans. Mal comprise? Non, parce que personne ne savait ma vérité. Ouais. Je me cachais derrière le dopage. Pour moi, ça m'allait parce que je trouvais qu'être reconnue comme une victime... ou, tu sais, même pas une victime, mais quelqu'un qui a échoué un test de dopage, c'était moins sale que de révéler que j'étais une victime d'agression sexuelle. Donc, pour moi, le dopage, c'était une cachette parfaite là, pour moi. Tu sais, j'étais bien là-dedans. Puis aussi, pourquoi j'ai décidé d'écrire ça maintenant, c'est parce qu'on a des outils pour les victimes. On a des organismes comme Sportaide dans le sport. C'est nouveau, tu sais, le sport sain sécuritaire, c'est un concept qui est relativement nouveau. Alors, avec des outils en arrière de tout ça, je me suis dit, mais mon histoire, finalement, elle tombera pas dans l'eau. Donc, il va y avoir un témoignage de quelqu'un qui a vraiment vécu ça, qui n'a pas peur d'en parler, qui n'a plus honte maintenant de révéler ça. Et si quelqu'un se reconnaît là-dedans, ou s'il y a un parent, un ami qui voit des drapeaux rouges se lever avec ce que je raconte, ils vont pouvoir aller chercher de l'aide dans des organismes comme Sportaide. Parce que tu parlais du sport où c'est encore fréquent. On découvre plein de cultures un peu toxiques un peu partout. Il y a des gymnastes récemment cet été qui se sont levés, des gymnastes de partout dans le monde pour dire, nous, il y a des cas d'abus, c'est une culture toxique. Est-ce que ça va un peu mieux maintenant que les gens osent parler, en tout cas? Mais
encore trop peu, j'imagine? Oui, c'est ça, encore trop peu. Puis c'est normal parce que, bon, on est au début de ce mouvement-là, du mouvement de sport sain sécuritaire. Et ça l'a changé parce que maintenant, les victimes sentent qu'ils et elles ont une place pour parler et être entendues. Ouais. Nous, au Québec, maintenant, on a le protecteur de l'intégrité qui a été formé là, il n'y a pas longtemps, au mois de juin. Ils sont entrés en fonction au mois de juin. Donc, eux vont pouvoir traiter les plaintes. Ils ont des numéros de téléphone maintenant à appeler. Donc, oui, ça a avancé, mais c'est certain qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, là, comme malheureusement plusieurs situations en société aussi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que les parents peuvent faire? Tu disais les drapeaux rouges. Comment on reconnaît ça comme parent? Là? Ton jeune est là, puis... Parce qu'on dirait que c'est comme omniprésent, puis les abus, c'est comme une échelle. Il y a plusieurs nuances de gris. C'est pas nécessairement l'abus physique tout le temps. Surtout dans le sport. Bien, on dirait que ça cultive, ça carbure à ça presque. On dirait que plus tu montes, on dirait que l'abus est jamais très loin. Bien, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est de s'informer auprès de nos enfants. Nos enfants, on les connaît bien, d'assister à leurs pratiques, d'assister à leurs compétitions, parce que dans mon histoire à moi, j'ai vraiment eu un changement de comportement. Et c'est les échos que j'ai eus après, dans ma carrière. Geneviève, t'étais tellement différente avec lui, on s'en rendait compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien. Donc, j'avais un changement de personnalité, avec lui, je m'effaçais. Donc, je pense en tant que parent, quand on voit que notre enfant n'est plus dans le plaisir, qu'il veut pas aller à sa compétition ou qu'il a peur d'aller à la pratique, il faut poser les bonnes questions. Il faut être présent dans leur entourage et se rendre compte des différences. Parce que oui, le sport... c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression, que gagner à tout prix, ça existe encore. C'est très présent. Mais tu sais, il y a une limite et le parent ne pas être aveuglé par ça. Puis d'être juste présent. Oui, d'être présent. Je pense qu'il y en a qui s'en servent encore beaucoup comme outil de gardiennage. On va les domper au sport, mais plus on monte dans les niveaux, plus il faut être présent et être là tout le temps. C'est plus commun dans le sport d'élite aussi. Là, oui. On dirait que c'est comme graduel, ça existe dans le sport amateur, mais plus tu montes, quand c'est sorti, il y a le hockey, il y a les gymnastes, il y a les nageuses. Pourquoi plus dans le sport d'élite? Bien, je pense que parce que la pression de performer est là. On a un programme au Canada qui s'appelle On the Podium. Alors, l'argent est distribué aux fédérations qui rapportent le plus de médailles. Il faut performer. Il faut performer. Donc ça, veut pas ça... Mais la pression, puis tout le temps aussi que tu passes que les gens passent avec leur entraîneur ou ça. Puis il y a la proximité qui est... Bref. J'imagine aussi qu'en tant qu'athlète, quand tu sens que tu es près du but, tu es capable d'en accepter pas mal plus que tu devrais, finalement. Tu veux pas être lâche. Mais exactement. Puis on a encore un aura en tant qu'athlète qu'on est tough. On ne peut pas montrer nos sentiments, que le plus qu'on en prend, le plus qu'on est capable d'en mettre sur nos épaules, le meilleur qu'on va devenir. Mais c'est pas vrai. Non, ça hypothèque. Détail là-dedans de tes entraînements que tu faisais à une certaine époque, ça n'a aucun sens. Tu te rends malade rendu là, le corps peut pas supporter tout ça. Là, mais c'est vraiment à lire. La cassure, ça sort en librairie jeudi. Je pense que tout le monde ici est comme jaloux que je l'ai lu. Mercredi. Bon, ben voilà. Merci Geneviève. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que c'est plus facile de se passer de sa douche ou de son lavabo? On débat après la pause pour terminer avec cette phase de dégoût. Ben oui.
a longtemps cru qu'au Québec et au Canada, on manquerait jamais d'eau. On dirait qu'on pensait pas à ça. Et pourtant, le niveau de l'eau de certaines rivières est tellement bas qu'il y a un projet pilote là, pour limiter la consommation qui est lancé, testé cet automne dans le centre du Québec. C'est quoi ce projet-là, Lambert? Bien, c'est parce qu'on remarque de plus en plus dans certaines régions en particulier, surtout les régions agricoles, que ce soit centre du Québec, Estrie, Montérégie, que justement, on manque d'eau. Il y a même des petites municipalités qui sont rendues à faire venir leur eau par camion-citerne. Oui. Fait que c'est ça, là. On se rend compte que c'est de plus en plus difficile. Avec les changements climatiques, les nappes phréatiques sont moins remplies qu'elles l'étaient. Et donc là, il faut amorcer une réflexion sur comment est-ce qu'on peut faire un meilleur usage de nos ressources. Notre or bleu, qu'on appelle avec grande fierté. T'sais, au Québec, il y a le fleuve qui traverse le territoire. Puis on veut surtout pas se retrouver comme d'autres régions du monde. Je regardais un petit peu avant d'arriver en onde au Nevada, Las Vegas, tout ça. Ils ont des quotas où est-ce que là, si tu habites dans une maison... Ils sont rationnés. Ils sont rationnés. Puis après ça, le prix de l'eau devient extrêmement cher. Comme pour s'y faire une ville dans un désert, c'était pas une si bonne idée. Bien, c'est ça que j'allais dire. Puis de mettre des fontaines devant le mirage, puis des faux canaux vénitiens. OK, je commence à comprendre des affaires. La logique. Mais on vise quoi ici? C'est oui la réflexion, mais est-ce qu'on va concrètement imposer, je sais pas... Là, je pense que c'est plus des projets pilotes. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est des projets pilotes par rapport aussi à s'assurer de faire, comme je disais, un meilleur usage, de utiliser l'eau de pluie, de s'assurer de ne pas utiliser de l'eau potable quand c'est pas nécessaire. Pour rien, par exemple, pour arroser des champs. T'sais, les canneberges de l'agriculture, c'est une industrie qui consomme énormément d'eau. Puis on est des gros producteurs, évidemment, de canneberges, particulièrement dans le centre du Québec. Fait que, non, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Il y a Olivier Primo, là, qui avait fait son cheval de bataille, l'eau au Québec. Mais il n'a pas acheté une usine à eau ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Déjà, genre de droit d'usage. Puis c'est ça, on a cette avec Hydro-Québec, avec justement le fleuve qui traverse notre territoire, on a cette idée préconçue-là au Québec que l'eau, nous autres, on n'en manquera jamais, tu sais. Mais on n'a pas le choix de commencer à se poser des questions. D'ailleurs, je vous en pose, je voulais tester votre consommation d'eau, tiens. Bon, qu'est-ce qu'on garde, en gros? On a fait une liste, OK, des items qu'on utilise le plus et on vous demande de n'en garder unanimement qu'un seul. Fait qu'il faut qu'on garde une affaire là-dedans. Il faut argumenter. Ben oui, mais là, c'est tough, parce que c'est toutes des affaires qu'on utilise tout le temps. Le bain, la laveuse, le lavabo, la douche, lave-vaisselle et la toilette. Moi, je pense que la réponse est facile. Ben oui, c'est la douche. Ben non, c'est le bain. Mais non. C'est la toilette. T'as ton bain dans un bain que t'as lavé ta vaisselle dedans avant. Alors que la douche, vu que ça tombe, tu sais. Toi, Varda, tu vas me dire là, que tu vas garder la toilette, puis tu vas laver tes couverts de vaisselle dans le même bol où tu urines et tu défèques. Ah, mais je pensais que c'était un souci d'économie qu'on cherchait. Oui, c'est je pensais pas que c'était un... Ben, il faut en garder qu'un seul. Le reste disparaîtrait à jamais. Tu peux déféquer dans la douche quand... Ça va ça va bien. Non, c'est vrai. Je sais, non. Mais je commence à être trop à l'aise, hein? Tu bois un petit peu plus de café, tu défèques dans la douche, ça passe dans le drain, il n'y en a pas de problème. C'est ça que je pense aussi, là. Tu laves ta vaisselle dans la douche. Oui, tu laves ta vaisselle dans la douche. C'est vrai que ça m'écoeure. Mais c'est pas le best. C'est pas le best, mais c'est toi qui as posé la question. C'est ton jeu. Je le sais. OK, puis le lavabo, fait que tu irais te brosser les dents dans la douche. Dans la douche. Bon. T'as un bon jet quand même, fait que tu peux te décrouter des affaires. Tu peux pas laver. Tu fais ta lessive, tu laves ton linge dans la douche. Ben, tu gardes ton linge sur toi dans la douche. Ah oui, tu peux prendre ton... Ouais. Voyons. C'est une bonne idée, pas sûr, c'est quoi ce jeu-là? C'est bien niaiseux comme jeu. Laver tes draps de lit, ça rend ça un petit peu complexe. C'est la douche. Tu drapes, t'as l'air de Jules César dans ta douche. Non, mais c'est parce que je regarde Varda depuis tantôt, il nous reste 15 secondes, mais c'est la diva autoproclamée. Oui, la diva de brossage. Je veux dire, je peux pas te débarrasser de rien là-dedans. Je garde tout, moi. OK, on va trouver d'autres solutions. D'abord, on sera de retour demain, évidemment, avec une autre tablée qui sera jamais aussi extraordinaire. Jamais. C'est pas vrai. Patrice Lécuyer sera là, entre autres, Marie-Pierre Morin et Pierre Roud. Merci à vous autres. T'en sens ton doigt, toi? Oui, merci. Oui. T'as beau être une machine. Attention. Merci à vous autres. Et Minou, bonne soirée.